Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler d'intégration, qui est un chapitre de fonctions, qui est très lié d'ailleurs à celui sur les primitives. Et ce chapitre sur les primitives, je vous recommande d'ailleurs d'aller y rejeter un coup d'œil avant de vraiment vous lancer dans l'intégration, puisque nous en aurons beaucoup besoin, surtout sur la fin, une fois que nous aurons vu comment faire des calculs avec des intégrales. Je précise aussi que cette vidéo n'a pas vocation à remplacer un vrai cours, malheureusement. Le support de cours officiel, si j'ose dire, reste le cours écrit que je mets sur l'ENT. Ceci doit vraiment servir de complément. Il ne peut pas se substituer à un cours écrit. Alors, cette vidéo va être divisée en deux parties, hein. Dans la première partie, nous allons aborder la notion même d'intégrale, c'est-à-dire nous allons voir ce que représente en fait une intégrale mathématiquement. D'abord dans le cas d'une fonction positive, et ensuite dans le cas d'une fonction de signe quelconque. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment calculer des intégrales numériquement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera en fait quasiment que du calcul de primitives. D'où le lien avec l'autre chapitre. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une intégrale? Si on dispose d'une fonction f qui est continue et positive sur un intervalle AB, qu'on appelle CF sa courbe dans un repère, OIJ, ce qu'on appelle l'intégrale de f entre A et B, ou l'intégrale de f sur AB, c'est en fait l'aire du domaine que vous voyez là en vert. C'est-à-dire l'aire du domaine qui est délimitée par, en bas, l'axe des abscisses, en haut, la courbe de f, et à gauche et à droite, les droites d'équation x égale a et x égale b. Cette R, cette intégrale, est notée de la manière suivante. Intégrale entre a et b de f de x dx. Et je vais expliquer cette notation dans quelques instants. Même si pour une première approche, on peut retenir qu'en fait le dx sert à délimiter la fin de l'intégrale. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est même pas vrai du tout, mais ça nous suffira pour l'instant. C'est une aire qui est exprimée en unité d'aire. Une unité d'aire, c'est l'aire d'un petit domaine défini par les vecteurs i et j de votre repère. Par exemple, si votre unité en abscisse c'est 1 cm et que votre unité en ordonnée c'est aussi 1 cm, alors une unité d'aire ce sera 1 fois 1, c'est-à-dire 1 cm². Si par contre les dimensions sont en mètres, bah, ce sera 1 m². Et ainsi de suite. Quelques remarques. Les nombres a et b, d'abord, sont appelés les bornes de l'intégrale. Voici pour le vocabulaire. Ensuite, la variable que vous pouvez voir à l'intérieur de l'intégrale, dans l'intégrande, je me suis servi de x, mais en fait, on peut écrire à peu près n'importe quoi. On peut se servir de n'importe quelle variable. Le intégral de f de x dx entre a et b peut aussi s'écrire intégral de f de t dt, ou intégral de f de u du, ou f de z dz. En fait, à peu près n'importe quoi tant que vous n'utilisez pas quelque chose qui se trouve dans les bornes, en fait. Vous pouvez pas écrire intégral de f de a dA, par exemple, puisque le a est déjà utilisé. Enfin, je vous avais dit que je vous justifierais cette notation. Alors, nous avons déjà parlé de la méthode des rectangles, qui consiste, hein, je vous rappelle, quand on veut approcher l'aire sous une courbe, cas d'une intégrale, à diviser cette aire, à diviser l'intervalle AB en plein de sous-intervalles de même longueur, et à former des rectangles sous la courbe à partir de ces sous-intervalles. Ici, j'ai représenté un rectangle, dont le sommet en bas à gauche a pour abscisse x. Imaginez que ce soit un rectangle qui a une toute petite largeur, en fait une largeur tellement petite qu'on peut même considérer qu'elle est infinitésimale, hein, une largeur qui tend vers 0 si vous voulez. Alors bon, bah, la largeur de ce rectangle est donc dx, je l'appelle dx, qui est la notation pour dire quantité infinitésimale de x. Et la longueur de ce rectangle, elle, sera de f de x, puisque l'ordonnée du sommet en bas à gauche là, du rectangle est 0, et l'ordonnée du sommet en haut à gauche est f de x, vu qu'on a affaire là à un point qui a pour abscisse x et qui est sur la courbe de f.
Bref, les dimensions de ce rectangle infiniment fin sont dx et f de x. Et son r, qui va donc être longueur fois largeur, sera eh bien, f de x fois dx. Ce qui est le sens en fait de ce que vous trouvez dans l'intégrale, le f de x dx. C'est l'aire d'un rectangle de largeur infinitésimale. Sauf que maintenant, pour avoir l'aire, pour approcher le plus possible et même obtenir l'aire qu'il y a sous la courbe, eh ben, il faut ajouter les aires de tous les rectangles infinitésimaux qu'on pourrait avoir sous la courbe. Et donc, en fait, il faut faire ce qu'on a fait là, f de x fois dx, mais pour x qui va entre a et b. Et c'est le sens, en fait, du symbole que vous avez là. Le s allongé, s comme somme, veut dire la somme pour x qui va de a à b. Voici le sens de cette notation, intégrale entre a et b de f de x dx. Alors, dans des cas simples, on peut calculer dès maintenant des intégrales. Dans cet exercice, on considère la fonction f constante égale à 5. Je vous demande de la représenter graphiquement, puis d'en déduire l'intégrale de f entre 2 et 6, là encore, géométriquement, d'accord, en tant que calcul d'air. Pour cela, je vous recommande de mettre la vidéo en pause, d'y réfléchir, avec du papier et du crayon, et de relancer la vidéo pour voir la correction quand vous avez trouvé. Et vous avez dû trouver que f étant une fonction constante, sa courbe est une droite horizontale, et que, par conséquent, l'intégrale de f entre 2 et 6, c'est l'aire d'un rectangle, du rectangle que j'ai hachuré ici en bleu, donc, qui est sous la courbe. Et l'aire d'un tel rectangle, ça va être en fait sa longueur fois sa largeur, c'est-à-dire 5 pour sa longueur et 4 pour sa largeur. Ce qui signifie que l'intégrale de f entre 2 et 6 vaut 20. Unité d'air. Deuxième exercice, avec cette fois-ci f qui est défini par f de x égale x moins 2. Là encore, mettez la vidéo en pause et faites-le. Les questions sont très similaires, hein, c'est juste un peu différent dans le calcul de l'air. La fonction f est une fonction affine, donc on est encore dans le cas où sa courbe est une droite. Ici, ceci dit, la droite n'est plus horizontale, mais bon, on s'en contentera. On remarque au passage, j'aurais peut-être dû demander de le vérifier, mais que f est positif sur l'intervalle 2,6, f est positive. Donc tout ce qu'on a dit dans cette première partie est valable, hein. L'intégrale de f entre 2 et 6, c'est l'aire sous la courbe. C'est l'aire en fait d'un triangle rectangle, comme vous pouvez le voir ici. L'aire d'un triangle rectangle, c'est-à-dire c'est le produit des côtés de l'angle droit divisé par 2. Ici donc 4 fois 4 divisé par 2. On trouve donc que l'intégrale de f entre 2 et 6, c'est 8 unités d'air. Alors on peut étendre cette notion d'intégrale dans le cas où f n'est pas forcément positive. Pour commencer, si f est négative sur l'intervalle AB, ce qu'on appelle l'intégrale de f sur AB, c'est l'opposé de l'aire du domaine entre la courbe et l'axe des abscisses. Dans le cas d'une fonction continue, toujours, hein, j'ai oublié de le dire. Cette fois-ci, ce domaine-là est toujours entre l'axe des abscisses et la courbe, mais cette fois-ci, il est sous l'axe des abscisses. Mais ça ne change rien. C'est un domaine, son aire est positive, mais ce qu'on appelle l'intégrale entre A et B, c'est moins l'aire du domaine. L'intégrale de f entre A et B sera donc un nombre négatif. Et dans le cas où f change de signe sur AB, donc f est de signe quelconque, hein, comprendre cela, alors ce qu'on appelle l'intégrale de f sur AB, c'est en fait la différence des aires obtenues lorsque f est positive, ici la partie gauche et la partie droite, et de l'aire du domaine obtenu lorsque f est négatif. C'est donc en fait, schématiquement, l'aire verte moins l'aire rouge, comme je l'ai indiqué ici. Notez que dans les deux cas que je donne, on ne peut pas calculer exactement, enfin,
on n'a pas d'expression, on n'a pas de formule, on ne sait pas calculer exactement ce que vaut l'intégrale de f. Par contre, on peut voir que donc dans le premier cas, l'intégrale de f sera négative entre a et b, puisque la fonction f est négative. Et que dans le deuxième cas, certes, f change de signe, mais clairement, l'aire du domaine en vert a l'air de largement compenser l'aire du domaine en rouge, ce qui signifie qu'on peut s'attendre à une intégrale de f entre a et b qui est positive. Après, qui vaut combien, ça c'est une autre question, mais ce sera un nombre positif. Alors, maintenant qu'on a vu ce que représentaient les intégrales dans le cas d'une fonction positive ou non, maintenant on aimerait bien savoir comment les calculer. On aimerait bien en particulier avoir une formule qui nous permet de calculer l'intégrale d'une fonction f continue entre a et b. Et pour ça, on va se servir du théorème que vous avez là devant vous. Un théorème un peu plus compliqué pour le coup. Donc, si f est une fonction continue sur un intervalle AB, et de signe quelconque, et si on pose, pour tout x entre a et b, phi majuscule de x est égal à l'intégrale entre a et x de f de t dt, c'est-à-dire, juste pour avoir une meilleure représentation, parce que c'est un peu plus compliqué ça, en supposant que f soit positive, ce qui n'est pas le cas ici, mais pas forcément, mais imaginons, alors phi de x, ça sera l'aire sous la courbe entre a et x. D'accord, en particulier, plus x augmente, plus ce sera quelque chose de grand du coup. Et bien cette fonction phi majuscule, c'est une primitive de petit f. Et plus spécifiquement, c'est l'unique primitive de petit f sur AB qui s'annule en a, c'est-à-dire tel que phi de a vaut 0. La démonstration de ce théorème est hors programme, et donc non exigible. Je vais quand même en donner quelques grandes lignes. Les plus avancés d'entre vous voudront peut-être s'y attaquer. Il est vrai que c'est une démonstration qui, quand on aboutit, est assez gratifiante. Voici juste les grandes lignes. D'abord, pour simplifier les choses, on peut considérer simplement le cas d'une fonction petit f positive et croissante. Si on arrive à prouver ce théorème dans le cas d'une fonction positive et croissante, déjà on sera content. Et en plus, ce n'est pas la partie la plus difficile de généraliser. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie que grand phi est une primitive de petit f? Et bien ça signifie que si on dérive grand phi, alors on obtient petit f. L'objectif va donc être de montrer que phi' égale petit f. Le problème étant évidemment que on n'a pas de formule qui nous permette de dériver un morceau pareil là. Donc on doit revenir à la définition de ce qu'est un nombre dérivé. Et la définition c'est que lorsqu'il existe, phi' de x, c'est en fait la limite lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement de phi entre x et x plus h, c'est-à-dire la limite lorsque h tend vers 0 de phi de x plus h moins phi de x sur h. Même comme ça, on aura du mal, puisqu'on n'arrivera pas à exprimer proprement cette quantité-là. Donc la technique, ça va être en fait d'encadrer ce taux d'accroissement par deux fonctions qui vont avoir une limite lorsque h tend vers 0, qui vont avoir en fait la même limite, et d'utiliser le théorème des gendarmes. Pour cela, on aura besoin de distinguer les cas h positif, h négatif. Bon, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le faire, c'est très intéressant. Pour le reste, il n'y a absolument pas besoin de savoir prouver ça pour comprendre la suite. La suite qui par contre s'avère être le point essentiel de ce chapitre. Donc cette propriété découle directement du théorème que nous venons d'énoncer et est extrêmement importante. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, si on connaît grand F une primitive, n'importe laquelle, de petit f sur AB, alors l'intégrale de petit f entre a et b, c'est grand f de b moins grand f de a. Grand f, ici, j'insiste, étant n'importe quelle primitive. Alors, cette propriété se démontre assez rapidement si on utilise le théorème vu avant. Ce qui ça intéresse, j'ai mis encore une fois le principe de la démonstration.
Poser grand f de x égale grand phi de x plus k. En effet, je fais référence au phi de x de tout à l'heure. Phi étant une primitive de petit f, et grand F étant aussi une primitive de petit f, alors l'une est nécessairement égale à l'autre plus une certaine constante. Et une fois que vous avez posé ça, faites le calcul du grand F de B moins grand F de A, et avec un peu de chance, vous tomberez bien sur l'intégrale de f entre A et B. Si vous ne trouvez pas comment faire, mais que ça vous intéresse quand même, ce sera dans le cours mis sur le NT. Notez que le grand F de B moins grand F de A est souvent représenté comme j'ai mis là, c'est-à-dire avec grand F de X, des crochets autour, et A et B, comme les bornes de l'intégrale qui sont réécrites ici. Et j'insiste, ce n'est juste qu'une notation, ceci, pour dire grand F de B moins grand F de A. C'est je remplace X par B, je remplace X par A, et je soustrais. Pour finir, un petit exercice, je vous demande de calculer les intégrales suivantes. Alors, petite erreur dans ma présentation, pour le dernier, considérez que c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de 2t dt. Enlevez le signe moins. Là encore, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de le faire vous-même, d'écrire. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de calculer ces intégrales géométriquement, il s'agit d'utiliser la formule que nous venons de voir. Et quand vous avez fini, eh bien relancez la vidéo et vous aurez la correction. Sachant que je vais d'abord corriger le A, faire une petite pause, puis le B, etc. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, regardez la solution pour le A, puis faites pause. Bon courage. Et vous avez dû trouver pour le A une valeur de 33,5. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, finalement, ces calculs d'intégrale numérique se résument quasiment à 100% à est-ce que je vais réussir à trouver une primitive à ma fonction. Ici, il faut trouver une primitive à la fonction qui à x associe x plus 4. Une primitive donc, de cette fonction est la fonction qui à x associe x carré sur 2 plus 4x. Et maintenant, cette primitive, là, à partir de là, ça devient très très simple. Il suffit de la prendre entre 0 et 3 et de soustraire. C'est-à-dire, je remplace x par 3, je remplace x par 0, et je soustrais. J'ai mis des parenthèses. Les parenthèses, ici et là, les premières sont inutiles mathématiquement. Je les ai juste mises pour délimiter cette espèce de bloc avec x qui vaut 3. Par contre, les deuxièmes parenthèses, le deuxième groupe de parenthèses, lui, est en général indispensable, puisqu'il y a un moins de vent. Je dis en général, puisqu'ici, comme le résultat à l'intérieur vaut 0, finalement, si vous les oubliez, ici, vous aurez quand même le bon résultat. Et vous devez tomber donc sur 33,5. En ce qui concerne le B, une primitive de la fonction qui à t associe 2t carré moins 1 est la fonction qui à t associe 2t au cube sur 3 moins t, c'est-à-dire 2 tiers de t au cube moins t. Je remplace t par 1, je remplace t par moins 1, je soustrais, et j'obtiens moins 2 tiers. En fait, j'obtiens moins 1 tiers, moins un autre tiers, et donc moins 2 tiers. Pour la C maintenant, on sait qu'une primitive de la fonction cosinus est la fonction sinus. Or, la fonction sinus, qu'elle soit appliquée en pi ou en 0, donne 0. Et 0 moins 0 vaut 0. Notez que le 0, ici, l'intégrale vaut 0 parce que si vous regardez par exemple sur la calculatrice un graphique, si vous tracez la courbe de la fonction cosinus entre 0 et pi, vous vous apercevrez qu'il y a une sorte de symétrie et que la partie positive de la fonction et la partie négative forment deux domaines dont les aires se compensent. Les deux domaines qui ont les mêmes aires. Autrement dit, mon aire verte de tout à l'heure et mon aire rouge sont les mêmes. Donc la soustraction fera 0. Et donc l'intégrale de cos entre 0 et pi vaut 0. Et pour le dernier, pour lequel je vous rappelle, il y a un moins en trop. Il s'agit donc de l'intégrale de exponentielle de 2t entre 0 et 1. Une primitive de l'exponentielle de 2t, enfin de la fonction qui a t associée exponentielle de 2t, c'est 1,5 exponentielle de 2t. On applique en 1, on applique en 0, on soustrait et on arrive au résultat suivant, dont on peut facilement obtenir une valeur approchée
mais j'ai préféré garder la valeur exacte. Voilà qui conclut cette vidéo. Cela représente la moitié du chapitre, pour faire court, un peu moins. J'essaierai de remettre une autre vidéo sur la suite. En attendant, bon courage pour votre travail et peut-être à bientôt.